Alors, d'abord, je me présente, je suis Denis Blasquez, je suis chirurgien viscéral et parisien, mais j'essaye de me soigner depuis longtemps. En fait, deux choses à vous dire au départ. Ce que je vais vous présenter, ce n'est pas spécialement mon travail, c'est le travail de la Fédération de chirurgie viscérale, qui est un OA comme vous. En particulier, on a travaillé avec deux autres experts, le docteur Deleuze et le docteur Zaranis, mais ils sont empêchés car ils sont dans d'autres réunions aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas très facile de passer après toi, parce qu'il va y avoir beaucoup de redites, même des diapos qui se ressemblent fortement. Mais bon, c'est pas si mal, vous allez voir. Alors, pourquoi on s'est intéressé à ça? Bien sûr, la Haute Autorité de Santé nous y a incité, hein, c'était un sujet qu'ils portaient. Mais si on regarde un peu derrière nous, il n'y a pas si longtemps, il y a une vingtaine d'années, il y a un certain nombre de choses qui ont attiré l'attention de la communauté en général et de la communauté scientifique en particulier cette publication. Se tromper est humain, mais c'est surtout vous voyez, ça date de l'an 2000, c'est américain. À l'époque, ça a fait un peu de bruit parce que les experts estimaient que sur une année, il y avait environ 98 000 personnes qui mouraient d'accidents médicaux. C'est-à-dire que c'était plus... Je peux peut-être utiliser ça. Comment je... Ouais, mais j'appuie sur la flèche pour descendre. Oui, où ça, là. Où ça? Ça marche pas. C'est coincé. Voilà, ça vient, mais c'est lentement. Donc, ça veut dire qu'on mourrait plus dans les établissements de santé que si vous réunissiez les accidents de la route, du travail et domestiques réunis aux États-Unis. Décidément, voilà. L'activité humaine est porteuse de risques, ça on le sait. Vous voyez, là, il y a quelques exemples d'activités à risque. Mais regardez, bien sûr, si vous étiez américain ou plutôt japonais en 1945 à la bataille d'Iwo Jima, vous aviez quand même peu de chances de vous en sortir vivant. Mais regardez d'autres activités qui sont peut-être moins dangereuses que la guerre. Ben, vous faites un 8000 mètres au Népal, vous avez une chance sur 100 d'y rester. La chirurgie, c'est entre 1 sur 250 et 1 sur 1000. C'est pas mal. L'anesthésie. Les gens ont très peur de l'anesthésie. Ben, regardez, en 1980, un accident mortel sur 10 000. Ils ont fait des progrès, nos collègues anesthésistes, hein, puisqu'en 2000, ils étaient déjà à 150 000. Je n'ai pas les chiffres récents, mais je crois qu'ils ne sont pas loin d'un accident sur 600 000 actuellement. Donc vous voyez, ils ont fait beaucoup de progrès. Et puis regardez, le transport aérien qui fait peur à beaucoup de gens, ben, c'est une des activités humaines les plus sûres. Un risque d'y rester sur 1 million. Décidément, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas avancer. Alors, en France aussi, il y a des données. Les données de l'ENEIS, hein, un séjour hospitalier sur 40 est lié à un événement indésirable grave. 4 événements dans un service, sur un mois, un service de 30 lits. 2,6% de l'ensemble des séjours hospitaliers sont liés aux événements indésirables graves. Une foultitude d'hospitalisations évitables. Et surtout des événements qui sont évitables eux-mêmes. Et puis si on regarde sur le temps, vous voyez, là vous avez à gauche en 2009, à droite en 2019, il n'y a pas beaucoup de différence, on a à peu près les mêmes chiffres. Simplement, on peut constater qu'il y a moins d'événements graves et qu'il y a un peu moins d'événements évitables. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose qui change. De l'autre côté de la Manche, pareil, nos collègues anglais, eux, ils sont intéressés en 2021 à ce qu'ils appellent les never events, c'est-à-dire des événements qui ne seraient censés jamais arriver. Exemple, une erreur de côté. Une hernie qu'on opère pour l'autre côté, une hanche, pareil. Erreur de corps étranger, c'est les fameuses compresses qu'on retrouve dans la presse quand on en oublie une dans le ventre de quelqu'un. Des erreurs de siège d'implantation de prothèse. Je ne sais pas si dans votre spécialité, c'est peut-être enlever une dent qu'il ne faut pas. C'est peut-être ça peut arriver. En tout cas, regardez, rien que pour l'année 2021, 797 accidents comme ça, rien que pour la Grande-Bretagne. Donc vous voyez, c'est quand même, ça interpelle. Et donc, on a fait en 2022 dans notre fédération, on fait des réunions régionales pour nos collègues et partout en France, et on s'est intéressé spécialement au biais cognitif. Alors, définition du biais cognitif, si vous allez sur Wikipédia, vous trouvez ça. Le biais cognitif est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information.
c'est une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Ça, c'est inhérent à l'être humain, donc ça touche toutes les activités humaines, et bien sûr particulièrement les activités où l'humain est décisionnaire, donc bien sûr l'aviation, la marine, la médecine. Et puis, ils ont fait objet de beaucoup d'études. Alors, on en parlait tout à l'heure, il y a actuellement 250 biais cognitifs référencés. Je peux vous dire qu'on en trouve chaque année des nouveaux. Alors, je vais passer sur la liste parce que ça serait peut-être un peu long, puis on va y revenir. Regardez cette diapo. Voilà, vous avez l'ensemble, là sur la rosace, l'ensemble des biais cognitifs. Ce qu'on a mis en vert, c'est ceux qui s'adressent plutôt à nos professions. Vous avez des familles que vous retrouvez ici. Et là, la liste que tu as présentée tout à l'heure, d'ailleurs. Alors, moi aussi, je vais vous faire travailler un petit peu. Si je vous montre cette photo et que je vous demande ce que c'est, je pense que même, j'ai même pas eu le temps de finir la phrase, que vous allez tous vous dire, c'est un petit garçon qui n'est pas très content. Et vous n'allez faire aucun effort pour me dire ça. Si par contre je vous montre ça, alors peut-être pas tout le monde va réussir à faire 253 par 31 en calcul mental, mais ceux qui vont y arriver, ils ne vont pas y arriver en claquant les doigts. Ils vont y arriver après un long processus. On parlait le système 1 et le système 2, et on va en reparler juste derrière. Nous, on s'est inspiré d'un certain nombre d'ouvrages. Donc, il y en a un, celui du milieu, dont vous a parlé le docteur Cabarro. C'est le système 1, système 2. Je vous conseille la lecture. C'est 600 pages, mais honnêtement, ça se lit, et c'est vraiment passionnant. Et puis, monsieur Christian Morel qui a écrit 2 bouquins, je crois même qu'il y en a un 3e, qui sont extrêmement faciles d'accès. Et vous verrez, c'est assez ludique et c'est vraiment intéressant avec des exemples pris dans des événements, pas spécialement dans la médecine. Bon, ça c'est la même diapo que tu as montré. Le système 1, le système 2, par Daniel Kahneman et Tversky, son collègue qui est mort par contre dans les années 90, et qui lui a permis d'avoir le prix Nobel d'économie, alors que c'est un psychologue, mais il a travaillé surtout sur la psychologie au sein des entreprises. C'est pour ça, je pense qu'il a eu le prix de Nobel en 2002. Vous voyez qu'il y a d'autres publications, alors je vous passe la liste, mais ce qui est intéressant plutôt, c'est ça. Vous voyez que dans le domaine médical, jusqu'à la fin des années 2000, très peu de publications. Depuis le début des années 2010, ça monte en flèche et il y en a chaque année énormément. Petite chute en 2021 à cause du Covid, mais énormément et il y en a de plus en plus. Donc ça intéresse beaucoup, beaucoup de gens. Et je vous remontre cette diapo que vous avez déjà vue tout à l'heure. Donc le postulat, qui est plus qu'un postulat maintenant de Kahneman, c'est qu'on a 2 systèmes. Un système 1 qui est un système intuitif, qui est très rapide, qui est très automatique, qui est associatif, qui est inconscient. C'est celui qui vous fait dire que le petit gamin de tout à l'heure, il était en colère. Et puis un système 2 qui est 5% du temps est utilisé seulement, qui est un système analytique logique, mais qui est lent, il faut le mettre en marche, qui est logique, qui est conscient, mais surtout qui est paresseux et qui fatigue. Alors, bon, tout ce que je vais vous présenter, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui le connaissaient. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne divulgachez pas les choses. On commençait des choses simples. Si je vous demande si le point rouge est plus près de la pointe du triangle ou de la base du triangle, on a tendance à dire qu'il est plus près de la pointe. Évidemment, il est équidistant. Hein. Je ne vous le démontre pas avec des traits, mais il est équidistant. Dans le même genre, celle-là, vous la connaissez aussi certainement. Quelle est la droite rouge la plus longue, ou est-ce qu'il y en a une qui est plus longue que l'autre? Eh bien non, elles sont de la même taille, mais il suffit de rajouter des choses pour vous blouser finalement, et vous faire dire que celle du haut est plus longue que les autres. Voilà. Bon, ça c'est le même exemple. Moi, je n'ai pas pris de seringue, j'ai pris un bonbon et un croissant. Et en fait, je passe rapidement, puisqu'on en a déjà parlé, mais vous voyez, vous allez dire 10 centimes. Et là, j'ai mis la démonstration mathématique pour vous montrer que c'est bien 0,5 centimes d'euros. Le suivant, beaucoup d'entre vous le connaissent, donc ne divulgachez pas les choses. Je vais vous montrer un petit film. 2 équipes de joueuses, une blanche, une noire, la couleur de leur maillot, hein, qui se passent des balles, une balle. Donc je vais vous demander de regarder, ça dure 30 secondes, et de me dire combien de fois l'équipe blanche se passe la balle. Alors, comment je fais pour démarrer? Voilà.
Ça ne dure pas longtemps. Alors, qui peut me répondre combien de fois ils sont passés la balle? 16 fois. 15, 16. Alors la réponse, c'est 16. Attendez, est-ce que je peux aller plus loin? Bon, attendez, parce que est-ce que ceux qui ont dit 16, la bonne réponse c'est 16. Ceux qui ont dit 16, est-ce que vous avez vu autre chose? Qu'avez-vous vu? Vous avez vu un singe, un gorille. On aime bien les gorilles, hein, là, visiblement. D'accord. Bon, alors est-ce qu'il y en a qui n'ont pas vu le gorille? D'accord, je vais vous le remontrer, vous allez voir. Vous allez le voir parce que vous saurez maintenant qu'il y en a un. Maintenant, ceux qui ont vu le gorille, est-ce que vous avez vu autre chose éventuellement? Pardon? Alors, ouais, exactement. C'est-à-dire qu'au départ, il y a 3 joueuses blanches, 3 joueuses noires, et à la fin, si vous regardez bien, il manque une joueuse noire. Donc, il a disparu à un moment donné. C'est tout? Vous avez tous vu? Le gorille? C'est le gorille qui l'a emporté. Non, mais vous allez voir, non, le gorille l'a emporté. C'est tout? Vous n'avez rien vu d'autre? Ben, il y a encore une chose à voir. Alors, je vais vous le dire, parce que vous allez maintenant faire attention. Regardez, le rideau qui est au fond, il va changer de couleur. Si je vous montre ça, alors comment je fais là pour refaire? Donc je vous le remonte là, donc voilà, hein, vous avez 3 joueuses noires, 3 joueuses blanches. Le rideau au fond est rouge. Donc, je vais vous aider, mais bon, voilà. Donc tout se passe très très bien. Et là, vous allez voir arriver, le gorille qui arrive, et regardez, il y a une joueuse noire qui vient de sortir. Et regardez, le rideau du fond commence à changer de couleur. Donc vous voyez, alors même que vous êtes prévenus, vous vous doutez bien qu'il va se passer quelque chose, malgré ça, il y a des tas de choses qui échappent à votre impression tout de suite. Voilà. Did you spot the gorilla? OK. Alors, donc, en fait, c'est le système 1, le système 2. Donc, le système 1, je dis, il fonctionne rapidement et de façon automatique, et le système 2 demande des efforts. Comme on l'a dit, 95 fois sur 100, c'est le système 1 qui nous permet de vivre de façon quotidienne très facilement et sans effort. Et puis, le système 2, on le met en branle parce qu'on en a besoin, et donc ça demande un effort, et surtout, ça fatigue. Donc, dans le système 1, bien entendu, vous avez bien compris que votre système 1 vous dit « mais non, on ne peut pas y avoir de gorille ». Donc, vous ne le voyez pas, le gorille. Il n'y a jamais eu de gorille sur un terrain de basket. Et système 2, c'est dans votre pratique quotidienne, quand ça fait 20 fois que vous demandez à l'anesthésiste de venir en salle et qu'il ne vient pas, vous avez vraiment envie de lui en coller une. Et vous ne le faites pas parce que votre système 2 vous dit « non, c'est pas bien, il ne faut pas ». Alors, maintenant, encore une petite chose pour vous montrer que c'est très difficile avec ce qu'on voit, c'est les heuristiques, de ne pas être perturbé par ça. Accessoirement, vous voyez, j'ai mis le nom de Albert Moukabert, ça vous trouverez ses vidéos sur YouTube, il est français, et c'est absolument passionnant, il est spécialiste des biais. Alors, comment je fais pour la faire partir, celle-là? Voilà, alors là, je vous montre une danseuse, la silhouette d'une danseuse. Elle va tourner un petit peu, et ce que je vais vous demander, c'est dans quel sens elle tourne. Est-ce qu'elle tourne dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire? Alors, il n'y a pas de piège. Hein. Qui pense qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre? D'accord. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'elle tourne dans les sens inverses d'une aiguille d'une montre? Oui, alors c'est amusant parce que c'est à peu près la majorité. Il y a 2 tiers ou 3 quarts qui pensent que c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre, et puis le reste dans le sens inverse. Pas très facile de le dire, donc on va vous aider. Je vais vous montrer cette fois-ci 2 danseuses. C'est 2 fois la même, sauf que vous allez d'abord regarder celle de gauche. Celle de gauche, vous allez voir, on l'a colorisée, et celle de droite, c'est celle que vous avez vue. Et vous allez me dire cette fois-ci dans quel sens elle tourne. Alors là, vous la voyez tourner comment? Aiguille d'une montre? Ceux qui pensaient qu'elle tournait dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre changent d'avis. On est d'accord? OK. Alors maintenant, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que la silhouette noire va être à gauche et la silhouette colorisée va être à droite. Alors, elle tourne comment maintenant? Là, vous avez tendance à dire qu'elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, on va complexifier. Je vais vous en montrer 3. Alors, vous allez faire la chose suivante. Vous allez regarder celle de gauche, puis celle du milieu, puis celle de droite, puis vous allez faire l'inverse, celle de droite, celle du milieu et celle de gauche.
Allez-y. Donc à gauche, au milieu, à droite, et ensuite l'inverse. Ah oui, c'est bluffant, hein. Voilà. En fait, ça veut dire simplement que vous n'avez pas... Donc vous voyez, selon comment on vous aide avec... Mais vous pouvez pas... vous n'avez pas tous les éléments pour prendre la bonne décision. Il n'y a pas de bonne réponse, en fait. On ne sait pas de quel côté elle tourne, puisque vous êtes qu'en 2 dimensions. Mais on essaye de vous aider. Mais vous voyez que les événements qui se passent autour de vous, selon la façon dont vous les appréhendez, vont vous donner des indications différentes. Donc, pour revenir au système 1, au système 2, le système 2, comme j'ai dit, il est fatigant, il est même quelquefois déplaisant, on n'a pas envie de s'en servir, et ça entraîne ce qu'on appelle un épuisement de l'ego. Alors, nos amis Kahneman et Tversky, ils l'ont démontré avec ça, c'était à l'époque où ils étaient jeunes et en Israël, il y avait des juges d'application des peines, dont le rôle était de libérer sous condition des détenus. Alors, on va dire qu'ils travaillaient de 8h à midi, ils s'arrêtaient pour manger, et ensuite ils travaillaient de 13h à 18h. Je dis n'importe quoi, je ne suis pas sûr que c'était les horaires, mais bon. Et il faut savoir aussi que pour libérer un détenu, il fallait remplir tout un pas de dossiers. Par contre, pour le laisser en détention, il suffisait d'apposer sa signature en bas d'une page. Et bien, on s'est aperçu que lorsqu'ils sont fatigués et qu'ils ont faim, c'est-à-dire en fin de matinée ou le soir avant de partir, ils allaient au plus simple, c'est-à-dire ils rejetaient la demande de liberté conditionnelle. Et donc, si vous étiez détenu, si votre avocat était malin, il avait tendance à essayer de faire passer votre dossier en premier le matin ou en premier en début d'après-midi. Pour le début d'après-midi, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a aussi la somnolence postprandiale qui peut jouer. Alors, un autre petit exercice. Bon, je ne vous fais pas l'offense de penser que vous ne savez pas lire. Vous savez lire. Alors là, vous allez faire ça dans votre tête. On ne va pas prendre toute la page, mais prenez simplement les 5 ou 6 premières lignes. Et si vous lisez, ben c'est facile, hein, bleu, jaune, bleu, rouge, bleu, etc. Maintenant, dans votre tête, lisez dans votre tête et vous ne lisez plus ce qui est écrit, mais la couleur. Donc, vous allez faire vert, bleu, jaune, etc. Essayez de le faire et vous allez voir que très vite, ça va vous saouler. C'est-à-dire que d'abord, déjà, vous n'allez pas y arriver spontanément, facilement, vous allez travailler. Donc là, vous êtes obligé pour ça de passer au système 2. Et vous voyez que le système 2, il n'a pas envie de travailler et surtout, il est fatigué et fatigant. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'épuisement de l'ego. Hein, quand ils sont fatigués et qu'ils ont faim, les juges d'application des peines ont tendance à aller au plus simple. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Et puis, concernant le test du croissant du bonbon, aux États-Unis, ils ont montré ça à des étudiants. Et il y a une différence selon la provenance des étudiants. Lorsqu'ils sont étudiants dans on va dire, les universités top niveau comme Harvard, le MIT, Princeton, ben, ils font des erreurs, hein, mais ils font 50% d'erreurs. Dans on va dire, les universités bas de gamme, ils font 85% d'erreurs. Donc on peut penser que les étudiants des universités bas de gamme sont un peu feignants, on va dire. Et dans notre profession, ben voilà, hein, avoir une journée de bloc particulièrement éprouvante, un chirurgien a tendance à aller au plus simple pour traiter une urgence. Enfin, je ne sais pas dans votre spécialité, mais dans la mienne, c'est ce qu'on fait quand on arrive en fin de journée, qu'on est fatigué de tout ce qu'on a fait, on a tendance à sélectionner les solutions de facilité et les solutions simples, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais qui peut l'être. Il y a d'autres tests. Alors là, je vous en ai mis 2. Bon, c'est simplement pour le fun. Hein. Si je vous dis qu'il faut 5 minutes à 5 machines pour fabriquer 5 gadgets, combien faut-il de temps à 100 machines pour fabriquer 100 gadgets? Bon, la réponse n'est pas 100 minutes, mais bien sûr 5 minutes. Hein. Et le deuxième, que vous connaissez aussi, dans un lac se trouve un banc de nénuphars. Le banc double tous les jours en superficie, sachant qu'il faut 48 jours pour couvrir la surface. Combien faut-il de temps pour couvrir la surface de l'étang? Ben, ce n'est pas 24 jours, bien sûr, mais c'est 47 jours. Voilà. Alors, on a proposé ces 2 tests, plus celui du croissant de tout à l'heure, aux étudiants de Princeton. Et on l'a mis d'abord en écriture normale. Et puis après, en gris pâle avec un CAS difficile à lire. Le CAS était différent sur les diapos, mais là, c'est... Bon, enfin, bref. Et bien, on constate que lorsque c'est montré en écriture normale, 90% d'erreurs. Par contre, lorsque c'est écrit en grisé, une case petite avec des lettres en biais, etc., et bien 35% en écriture difficile à déchiffrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que comme c'est difficile à lire, comme ça demande un effort, spontanément, le système de l'étudiant, enfin, du sujet, est
été introduit, enfin, commence à marcher, et forcément, il va se mettre à réfléchir sur la question qu'on lui a posée. 88% d'erreurs, quand c'est écrit en normal. Donc là, la conclusion, je vais passer rapidement parce qu'on en a déjà parlé. Voilà, le système 1, c'est produit des sentiments, des inclinaisons. Je vous passe ça très rapidement, mais je pense que vous pouvez retrouver la présentation sur votre site. Non ? Voilà, donc il marche, en fait, le système 1, on fonctionne avec tous les jours pour tout. Voilà. Je passe très rapidement. Voilà. Alors, COVERA, c'est l'acronyme de ce qu'on voit et rien d'autre. Donc, ça veut dire que quand on vous présente quelque chose et qu'on vous montre quelque chose, on ne voit que ça. Et c'est le système 1 qui fonctionne. Et donc, le système 2 doit intervenir pour aller plus loin. Alors, passons un peu dans les biais. Alors, le premier biais, il n'est pas médical, vraiment, il est un peu plus général. C'est l'illusion de corrélation. Je pense qu'il y a à voir avec la question de tout à l'heure sur le biais genré. Alors, pour fâcher personne, j'ai pris un biais qui a été introduit au XIXe siècle par un médecin italien, le docteur Lombroso, qui disait, vous voyez, que quand on avait cette tête-là, ici, on était forcément une fripouille, voire un criminel meurtrier. C'était, passez-moi l'expression, le délit de sale gueule. Bon, autant vous dire que cette illusion de corrélation, cette affirmation a été démontée dès avant la fin du XIXe siècle. Donc on sait que c'est une stupidité, mais ça continue. Par exemple, le délit de faciès. Je vous rappelle que le Conseil d'État actuellement se penche sur les contrôles au faciès. Le délit de faciès, ça existe encore. Et je pense que, un peu, quelque part, le sexisme est un petit peu dans ce genre de biais. Deuxième biais, le biais de cadrage. Influence de la formulation d'une question ou d'un problème. Si on demande, et ça a été testé, je ne vais pas vous le demander, mais ça a été testé chez une population, est-ce que c'est mieux d'avoir une maladie qui donne 70% de survie à 5 ans ou une maladie qui tue 300 patients sur 1000 à 5 ans? Vous allez évidemment rapidement voir que c'est la même maladie, mais les gens vont dire non, il vaut mieux avoir 70% de survie, parce qu'inconsciemment, c'est mieux de survivre que de mourir, bien entendu, alors que les résultats sont identiques. Voilà. Donc, on va quand même passer au biais cognitif en médecine. Et on va faire un peu une liste avec quelques exemples. Alors, le biais d'ancrage, on vous en a parlé. Donc, je vais reparler des biais dont on a déjà parlé, mais enfin, c'est pas plus mal. Le biais d'ancrage, c'est la tendance à se fixer sur les informations reçues en premier, lors de l'évaluation initiale de la situation, et de ne pas ajuster cette évaluation. Alors, en bas, je vous ai mis quelque chose que nous avons ici tous les ans, 2 fois par an, au mois de janvier et au mois de juillet, au moment des soldes. On vous balance tous ces trucs-là pour vous dire que vous allez faire une bonne affaire. En fait, vous n'avez pas toutes les informations, puisque vous n'avez pas le prix initial, donc vous ne pouvez pas juger correctement. Mais vous allez vous ancrer sur que 399, c'est vraiment mieux que 699, et donc vous risquez d'acheter. Alors maintenant, il y a des lois qui encadrent, mais quand même. Alors regardez un exemple médical, voilà, un patient qui ne va pas bien parce qu'il y a une sonde d'intubation coudée. Alors voilà 3 façons de se tromper. La première de dire, c'est ne pas envisager du tout le diagnostic, de dire ça ne peut pas être ça n'existe pas, la sonde coudée. La deuxième, c'est d'envisager tous les diagnostics, y compris les plus rares, hein, comme, je ne sais pas, la rigidité pariétale, le pneumothorax, etc., et de ne pas envisager un diagnostic plus simple. Et puis la dernière que j'aime bien, c'est tout va bien. C'est l'anesthésiste qui donne un coup de pied dans la machine en disant mais elle va repartir, ça va marcher. Mais en fait, ça ne va pas marcher, c'est la sonde qui est coudée. Voilà un exemple de biais d'ancrage. Le biais qui va derrière, c'est le biais de confirmation. Donc vous allez chercher dans toutes les informations qu'on vous donne, vous allez chercher ce qui conforte votre ancrage premier. Donc vous allez chercher tout ce qui va avec votre diagnostic, plutôt que vous allez mettre de côté celles qui vont contre votre diagnostic. Alors l'exemple, c'est ça, un patient il vient avec des céphalées, l'urgentiste dit c'est une migraine, c'est d'autant plus une migraine qu'il a eu une aura visuelle avant le mal de tête et on l'a laissé sur un brancard dans les urgences comme d'habitude, et bien le fait qu'il soit un petit peu endormi, il va mieux. Mais en fait, c'est une hémorragie méningée, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, il a cherché des éléments qui allaient avec son ancrage.
Et puis, au pire, on peut avoir ce qu'on appelle la clôture prématurée, c'est l'arrêt de réflexion, c'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas envie de faire, c'est le moindre effort cognitif, vous avez fait un diagnostic, vous l'acceptez, vous ne le remettez pas du tout en cause, et vous stoppez votre réflexion. Donc voilà, ça peut être dramatique, vous avez un blessé par arme à feu, il a plein de points d'impact abdominaux, on le traite tout se passe bien dans l'abdomen, sauf qu'il va mourir parce qu'on a oublié qu'il avait aussi pris une balle dans la hanche et qu'il avait une hémorragie dramatique à cet endroit-là. Alors, les biais d'attente ou d'expectation, c'est un biais qui c'est une tendance à percevoir une situation à partir de ce que vous attendez à observer. Donc, ça peut être un stéréotype. On reparle du sexisme. On dit, c'est normal, c'est une femme. Donc, ça, c'est un biais d'expectation. Alors, l'exemple classique, patiente qui vient, toutes les semaines, elle passe aux urgences parce qu'elle est angoissée. La 6e fois qu'elle viendra, on va dire, oui, c'est encore l'angoissée qui vient nous embêter tous les samedis soirs. Eh bien non, cette fois-ci, elle avait un infarctus du myocarde et ça va mal se finir. Le prisme professionnel, ça c'est la réflexion en silo. On a tendance à réfléchir qu'avec ce qu'on connaît. Alors les exemples, patiente, on envoie en gynécologie, elle a de la fièvre, elle a mal au ventre, on dit c'est son stérilet qui ne va pas. Alors on va lui enlever, ça ne va pas être facile parce qu'on va même faire deux interventions pour l'enlever. Puis finalement, ce qu'on a vu, parce que le gynéco, j'ai rien contre les gynécos, mais on va envoyer finalement au digestif parce que c'était une périté appendiculaire, mais le gynéco, il est resté sur son histoire de stérilet, qui est sa spécialité. Alors les biais d'attention, alors vous en avez un certain nombre. Alors les limites attentionnelles, ça c'est assez facile à comprendre. On fatigue tous, bien sûr. Et en plus, dans nos actions de tous les jours, il y a des tas de choses autour qui viennent modifier votre perception. L'exemple typique, c'est que vous êtes en train de faire une intervention délicate et vous avez quelqu'un qui rentre en claquant la porte de votre salle d'op en vous disant « Docteur, j'ai un coup de fil pour vous, etc. » Si vous êtes occupé par plusieurs activités en même temps, vous avez un impact négatif sur l'attention que vous allez porter. Donc voilà, un exemple dramatique, c'est une infirmière en SSPI qui va injecter une ampoule de curare à la place de Débrida, parce qu'en fait, elle est débordée par le travail, elle a plusieurs patients à s'occuper, et que, revenir en arrière, oui, et en plus, elle était aidée, entre guillemets, ou plutôt pas aidée, par le fait que les ampoules se ressemblent et qu'elles étaient en plus stockées au même endroit. Alors, l'heuristique de disponibilité, on en a parlé, mais ça va un peu trop vite, là, ça passe tout seul. Alors, donc l'heuristique de disponibilité, ce n'est pas forcément d'ailleurs une chose mauvaise. L'exemple, c'est ce que j'ai mis en bas à gauche. Vous êtes chez vous, c'est la nuit, votre immeuble a pris feu, vous êtes réveillé par les flammes et la fumée. Votre première réaction, c'est de vous jeter dans l'escalier pour vous sauver très vite de l'immeuble. Parce que vous savez que l'escalier de secours est là et que c'est comme ça que vous allez vous sauver. Pas du tout. Et si vous demandez aux pompiers, on vous dit toujours que dans un cas pareil, il faut se calfeutrer chez vous, fermer tout, parce que si vous mettez dans l'escalier, vous allez mourir, asphyxié, et qu'il vaut mieux rester, vous avez beaucoup plus de chances de vous en sortir en restant enfermé chez vous, en attendant que les pompiers viennent vous sauver. Alors, les biais de personnalité, ça, on les connaît tous. La dynamique sociale, la pensée commune, c'est la tendance à vouloir conserver l'harmonie au sein de l'équipe. Donc, dans les services hospitaliers, c'est bien connu, mais pas que. Et vous n'allez pas contredire un expert. Alors, l'exemple typique, c'est, voilà, je vous résume ça. C'est une patiente qui a fait un AVC à cause d'une sténose carotidienne, une sténose de 60%. Or, les recommandations disent qu'on ne les opère qu'à 70%. Sauf que le chef de service dit, moi, je vais l'opérer. Et l'agrégé apparemment dit pareil. Et il va l'opérer, et bien sûr, il ne respecte pas les recommandations, et il va y avoir un nouvel AVC. Et quand on va passer ce dossier en RMM ou en staff, eh bien, on va s'apercevoir que tous les jeunes chirurgiens qui, eux, connaissent très bien les recommandations, ils les connaissaient, mais ils n'ont pas osé intervenir parce qu'il y avait le chef, et qu'on n'allait pas contredire le chef. Donc le gradient d'autorité, c'est la même chose, l'autorité qui éteint les avis adverses, crainte de contredire l'expert. Regardez l'exemple, c'est assez drôle. C'est un collègue qui nous a déclaré ça dans sa jeunesse, parce qu'il était interne à l'époque. Il voit son patron qui lui montre comment faire une appendicectomie, ou qui lui fait une appendicectomie. Et en fait, son patron trouve l'urtère, le dissèque, sur 15 cm quand même. Il finit par le lier, le couper. Le problème, c'est que, c'est une erreur, ça peut arriver. Le problème, c'est que le jeune interne, il savait que c'était l'urtère. Mais il n'a pas osé dire à son patron, vous êtes sûr que, etc. Donc, voilà.
et des biais liés au mode d'action. Donc, alors ces deux biais sont associés, biais de commission, biais de mission, action inaction, ils s'opposent. Le biais d'inaction, c'est surtout primum non nocere, surtout ne pas faire de mal. C'est-à-dire qu'on craint que si on agit et que ça se passe mal, on vous en veuille d'avoir agi. Donc, en gros. Et puis, le biais d'action, c'est l'inverse. C'est l'agitation, c'est le fait de dire il faut que je fasse quelque chose absolument. Je ne peux pas rester les bras ballants devant cette situation qui dégénère. Vous voyez deux exemples. Le gastro-entérologue qui ne va pas enlever un polype, qui pourrait enlever parce qu'il se dit j'ai un petit risque, je vais l'envoyer au chirurgien. Eh ben, le risque d'une chirurgie colique, c'est quand même beaucoup plus important que le risque d'enlever un polype. Et puis, inversement, vous voyez, un chirurgien qui voit un incidentalome, par exemple surrénalien, et qui va opérer alors qu'il n'y a aucune raison d'opérer une image systématique. Le biais de surconfiance, bon, je crois que là, dans notre profession, on l'a beaucoup, en tout cas en chirurgie viscérale, on l'a. Voilà, c'est un chirurgien viscéral, justement, qui connaît très bien la cœlioscopie, qui en fait depuis des années. Il fait une cœlioscopie, mais son malade ne va pas très bien le lendemain, et il fait faire un scanner, et sur le scanner, il y a malheureusement, le patient a aussi un petit anévrisme aortique. Donc il va se dire, c'est l'anévrisme aortique qui veut ça. Il va l'envoyer en chirurgie cardiovasculaire, qui lui renvoie le lendemain en lui disant, ton patient a fait un trou dans l'intestin, et il faudrait peut-être le reprendre pour la péritonite. Et ça se passe avec quand même 8 jours de réanimation. Ça, quelque chose qui plaît beaucoup à notre directeur médical, voilà, à propos de la surconfiance. Vous voyez, en abscisse, vous avez les compétences, en ordonnée, le degré de confiance. Vous voyez que moins vous êtes compétent, plus vous êtes confiant, même surconfiant. Ce qu'on appelle la montagne de la stupidité. Vous surévaluez votre compétence, et puis en plus, vous sous-estimez celle des vrais experts. Et puis plus vous avancez, plus vous gagnez en compétences, plus vous vous rendez compte que ce que vous pensez n'est pas très bon. Alors vous allez même penser que vous n'êtes plus du tout compétent. Et vous n'allez plus avoir confiance du tout. C'est ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. Et heureusement, si vous continuez à progresser dans la compétence, petit à petit, vous allez arriver au plateau de la consolidation et vous allez être plus réaliste dans vos compétences. Alors, tout ça peut aboutir à des coûts irrécupérables. C'est-à-dire que plus vous n'avez pas envie de retourner en arrière, c'est aussi l'effet tunnel dont on a parlé, et vous risquez de faire des dégâts graves. Avant de venir ici, j'ai regardé votre vidéo sur votre cas, sur la dent que vous cherchiez. Je me suis demandé si vous aviez poursuivi, si vous n'auriez pas fait des dégâts irrécupérables au niveau du maxillaire. Je me suis posé la question. Sûrement, voilà. Donc vous êtes arrêté à temps, heureusement. Donc voilà, donc les biais irrécupérables, bon, je vous laisse lire, c'est aussi la chirurgie viscérale, on agrafe une sonde et on ne veut pas le croire et ça finit par une conversion et une intervention beaucoup plus lourde que celle qui était prévue au départ. Et bien tout ça, l'effet tunnel dont on a parlé, dont on va parler après moi, je crois, je ne vais pas m'étendre, voilà. Mais j'aime bien parce que vous avez cette histoire qui est, bon, sauf pour le malade, qui est assez drôle, enfin, pas du tout pour le malade, bien entendu. Voilà, vous voyez, ça se passe en fin de journée, une cholécystectomie difficile. Il faut retirer la pièce, mais on n'y arrive pas parce qu'on imagine que la pièce est grosse et infectée. On a du mal et on s'énerve. On essaie de retirer la pièce à travers le sac, etc. On n'y arrive pas. Et finalement, c'est le collègue qui arrive. On en a parlé dans les solutions, mais le collègue arrive et il dit « Mais tu ne serais pas en train de retirer autre chose que la vésicule ?» Ben oui. Il retirait en fait l'intestin, qui n'avait rien à faire là, et donc ça se finit par une conversion, une résection de l'intestin grêle. Alors comment se débiaiser ? Je vais être assez rapide parce qu'on en a déjà parlé, puis je crois que mon collègue qui vient derrière moi va en parler. Déjà, qu'est-ce qui joue sur les biais ? Un certain nombre de choses. Le stress, le raisonnement motivé, nos habitudes, le locus de contrôle, la dissonance cognitive. Donc le stress, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Vous voyez que sur cette courbe, quand le stress augmente, au début, vous avez la courbe qui extensionne, et c'est bien, ça vous aide, parce que vous êtes focus, on va dire. Et puis, le problème, c'est pas que ça dure trop longtemps, parce que quand vous arrivez à une zone de stress trop importante, d'un seul coup, vous fatiguez, vous êtes épuisé, et puis vous même avoir un nervous breakdown, comme on dit. Donc, le stress est à la fois bon et pas bon. Le raisonnement motivé, on vous donne des éléments, et avec les éléments, il faut que vous preniez une décision. C'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure avec la danseuse. Si je vous demande c'est quoi ça, vous avez plusieurs possibilités. Certains vont dire c'est la chevelure hirsute d'un individu. Puis un autre va dire non, c'est un gros plan de la robe d'un zèbre. Donc vous allez faire avec ce que vous avez.
Si maintenant je vous colorie un peu ça, vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose, c'est un serpent. C'est la même image, simplement on a mis du jaune. Autre chose, si je vous demande dans ces deux carrés, lequel, est-ce qu'il y a un gris foncé, un gris clair, spontanément vous allez dire en haut c'est le gris foncé, en bas c'est gris clair. Si j'aide avec une petite barre blanche, vous vous rendez compte qu'en fait que c'est la même couleur, le gris clair et le gris foncé. Le problème c'est que si j'enlève, eh bien, vous allez redire que le haut c'est foncé et le bas c'est clair. Ça veut dire que vous savez que c'est la même couleur, mais n'empêche que ça ne vous aide pas. Vous avez quand même ce que vous voyez, et ça veut dire qu'il faut ralentir sa prise de décision pour éventuellement la corriger. Alors, le locus de contrôle, très rapidement, ça se réfère donc à la croyance d'une personne sur ce qui détermine sa réussite. On dit qu'il y a des locus de contrôle dits internes et dits externes. Le locus de contrôle dit interne, c'est plutôt quelqu'un qui va penser que s'il réussit, c'est uniquement grâce à lui. Je résume. Un locus externe, c'est plutôt quelqu'un qui va dire que tout arrive parce qu'il y a des éléments extérieurs. C'est ni bien ni mauvais, c'est surtout un trait de personnalité qui est plutôt constant dans le temps et dans la vie. Et la dissonance cognitive, c'est que lorsqu'un individu agit en contradiction avec ses propres cognitions, il se retrouve dans un état psychologique inconfortable, voire douloureux. C'est toujours difficile d'aller contre ses propres convictions, même si elles sont fausses. Alors, les solutions, rapidement, je vais redire ce qui a été dit tout à l'heure. Laissez-vous du temps pour prendre la bonne décision. Prenez du temps, prenez un temps de pause. Pas prendre 4 heures dans une intervention, mais prenez un temps de pause. En fait, ça vous permet de passer du système 1 au système 2. Un petit exemple, un chirurgien doit opérer une grosse tumeur qui est au départ prise pour un gros fibrome utérin. En opératoire, il se rend compte que ce n'est peut-être pas un simple fibrome, c'est peut-être un sarcome. Mais comme il est venu pour opérer, il y va, il opère. Il opère. Je me sens contraint de poursuivre. C'est des déclarations, ça, d'événements. Mais finalement, j'ai décidé de prendre une pause. Et puis il se dit, non, ce n'est pas raisonnable. Il va s'arrêter à temps. Il va faire des biopsies, fermer. C'est bien un sarcome, il y aura de la chimio. Et finalement, le traitement correct sera appliqué. Documentez-vous, c'est ce qu'on essaye de faire ici, ce qu'on vous a dit. Renseignez-vous sur les biais cognitifs, regardez, lisez les choses, vous allez voir, c'est souvent très très intéressant. Vous avez des tas de bouquins qui sortent, des bouquins même de vulgarisation. Il y en a un récent qui s'appelle « Méfiez-vous de votre cerveau », qui est très intéressant. Vous lirez des choses tout à fait étonnantes. C'est ludique et ça vous fait réfléchir. Voilà, donc des exemples. Dans un cas, ça se finit mal, dans le cas pas, où il y a un effet tunnel. Dans le premier cas, vous voyez, même le réanimateur, il n'y a pas que le chirurgien, le réanimateur aussi fait l'effet tunnel. On pense que c'est quelque chose de cardiovasculaire alors que c'est quelque chose de digestif et le malade va décéder. Dans le deuxième cas, la complication est prise à temps parce qu'ils réfléchissent en groupe. Apprenez de vos erreurs. Bon, je passe rapidement. On devrait toujours apprendre de ses erreurs en général, mais là particulièrement. Et vous avez des choses pour ça. Vous avez déclaré des événements, ça vous fait réfléchir. Les RMM, bien sûr, les débriefings, les stables de complications. Je passe un peu rapidement. Observez ceux qui vous entourent. Quand vous observez ceux qui vous entourent, c'est aidez-vous de l'équipe, c'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure. Regardez l'exemple suivant. C'est un chirurgien digestif qui opère une hernie difficile, il a du mal. Puis il y a un tuyau qui est là. Et puis il opère, et puis ça ne se passe pas comme il faut. Une hernie, d'habitude, c'est quand même relativement simple. Et puis il se dit qu'il va finir par la couper. Et Libod, qui est avec lui, dit « Ah non, coupez pas ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est, mais il ne faut pas le couper. » Et en effet, il ne fallait pas, c'était l'urtère. Donc, et regardez ce que dit le chirurgien. « J'ai l'impression d'avoir toujours su m'arrêter à l'entrée et d'être peu avancé dans le tunnel. Et il faut prendre le temps de réflexion, solliciter tout le monde, les Libod, les collègues anesthésistes et les autres chirurgiens. » Alors, bon, je n'ai pas pu m'en empêcher. Quand est-ce qu'on biaise, bien entendu? Eh bien, on biaise très souvent, mais pas toujours. Attention, parce qu'il y a des biais dans les biais. Vous avez bien compris que c'est compliqué. Aussi, attention, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, il faut attribuer toutes les erreurs exclusivement au biais cognitif, ce qui est soi-même un biais, c'est le biais du bouc émissaire. Et puis les biais affectifs, vous savez très bien que ce n'est pas facile de soigner quelqu'un de sa famille ou un ami proche. C'est pas toujours très bien, il y a des praticiens qui refusent, justement pour ne pas risquer de tomber dans un biais. Et puis, dernière chose, l'exception n'est pas la règle. Si vous entendez des bruits de sabots derrière vous, ne pensez pas que c'est un zèbre, c'est probablement plutôt un troupeau de cheval. Voilà, je vous ai mis un shadok à la fin pour terminer cette présentation, et c'est comme ça que je termine. Je vous remercie.